Mesdames, Messieurs, faites entrer l'accusé. Accusé, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Levez votre main droite et dites, je jure. Je le jure. La cour! Monsieur l'avocat de la défense, un patient est en fin de vie et souffre inutilement. Je suis médecin et je peux l'aider en abrégeant ses souffrances. Elle avait cette expression d'agonie sur le visage. C'était insoutenable, cette attente. Elle luttait pour mourir. Ça n'a rien d'une vie, ce n'est pas un vivant. Monsieur le Président, les membres de la jury, telles étaient les pensées de Monsieur Nicolas François. Fils de médecin, Nicolas François s'est dirigé vers des études de médecine. Sorti de l'école, il a été employé au centre hospitalier de Paris, dans l'unité d'hospitalisation de courte durée, bien connue et ayant une grande réputation dans le milieu médical. Le docteur François n'avait jamais eu aucun problème, jusqu'à ce jour du 9 août 2011. En effet, depuis quelques mois, et on est tous sur ces pratiques médicales, les infirmières et les aides-soignantes l'observent au quotidien. C'est alors que le 3 août 2011, l'une d'elles déclare l'avoir vu entrer, seringue en main, dans la chambre d'une patiente âgée de 92 ans, sachant que cette dame était dans le coma, mais encore en vie, lorsque le docteur pénétra dans sa chambre. Quelques minutes après, lorsqu'il est sorti, cette dame était décédée. Alors oui, elle avait 92 ans, elle était au coma, elle était en fin de vie, mais ces faits ont accru les interrogations des soignantes et de l'équipe soignante. Ils ont alors décidé de réagir en faisant part de leur doute à la direction de l'hôpital, semaine 9 août 2011. Après une enquête interne, l'hôpital a choisi de signaler auprès du procureur de la République. Placé en garde à vue le docteur François, qui n'a pas cherché à dissimuler ses faits, mais a tout simplement reconnu avoir abrégé les souffrances du patient de fin de vie et de 9 autres patients auparavant. Le ministère public a donc décidé de mettre en examen le docteur François pour empoisonnement sur une personne pratiquement invulnérable. Ce n'est pas pour vous influencer que je vous dis cela. Je ne sais même pas comment je réagirai dans une telle situation. Mais il est important que nous y réfléchissions tous pour qu'une telle interrogation ne reste pas sans réponse. En plaidant cette cause, aujourd'hui, face à vous, je souhaite que vous preniez conscience de la réalité en matière de fin de vie et que vous braquez la lumière sur les interrogations qui perdurent, la lumière qui évitera à des êtres humains de décéder clandestinement ou de voir leur volonté non respectée, la lumière qui permettra de répondre à cette question qui demeure. Faut-il faire de la mort digne un droit de l'homme ou le dilemme du médecin? Au début des transplantations cardiaques, il y avait ce même sentiment, même parmi les docteurs, que c'était contre la volonté de Dieu, contre les lois de la nature. N'est-ce pas morbide d'offrir une poitrine et d'y prendre un cœur? L'éther, c'est pareil. L'éther est connu depuis des siècles, mais il n'était pas utilisé pas avant 1846, alors qu'il avait été découvert en 1543. Et avant cela, les gens étaient opérés sans être endormis. Les chirurgiens les ouvraient sans les endormir. Et c'était interdit à cause du dogme religieux, à cause de la notion du stupide qu'un Dieu tout-puissant désire qu'on souffre. Le grand esprit dans le monde, sans voir avec l'aide de leur docteur, Sigmund Freud, King George, mettait à tête. Ne sais-tu pas que la source de toutes les misères pour l'homme, ce n'est pas la mort, mais la crainte de la mort? L'euthanasie et le suicide assisté ont été légalisés dans certains pays d'Europe. L'euthanasie aux Pays-Bas depuis 2001, en Belgique depuis 2002, et le suicide assisté est permis en Suisse. Est-il vraiment possible que vous soyez conscient, doué de toute votre raison, et que vous demandez qu'on vous permette de mourir, on vous le refuse? Comment est-il possible qu'un adulte doté de toute sa raison puisse ne pas avoir le droit de regarder son docteur dans les yeux en lui disant « J'en ai assez, je ne veux plus souffrir de la sorte, aidez-moi, j'en ai assez ». Est-ce bien au gouvernement de prendre cette décision pour nous? Non, ça ne l'est pas. Monsieur le procureur, Notre accusé ici, le docteur François, le connaît
dites que plusieurs de vos patients ont demandé à être tués pour ne plus souffrir. N'avez-vous pas pu prendre en compte le taux de souffrance de ces mêmes patients, dotés de toutes les ans, comme vous dites, peut-être à l'origine de troubles de personnalité, et donc d'actions et de faits peu communs? Le droit à la vie est le droit le plus sacré. Comment osez-vous l'enlever à ces patients, même s'ils le demandent? Savez-vous, docteur, le nombre de personnes qui ont survécu suite à des traitements très douloureux et ont repris une vie normale après tant de souffrances? Les miracles ne sont peut-être pas aussi fréquents, mais ils existent. Plusieurs personnes ont repris le souffle après des années dans le commun, et ils vivent pleinement. L'évolution de la science suggère qu'un médecin fasse tout son possible pour maintenir en vie son patient, et non le contraire. Si la volonté de Dieu se pose à ce qu'un patient survive, aucune loi ne permet à un médecin d'exécuter son patient. N'avez-vous pas jugé devant Dieu l'obligation de sauver des vies? Qu'en est-il de vos meurtres que vous avez commis? Monsieur le Président, Monsieur et Mesdames les jurés, cet homme a enfoncé le simple droit à la vie à ses patients. Il leur a enlevé le moindre chance à la survie et a tué leur espoir et celui de leurs proches à reprendre une vie normale. Il a mis de côté son professionnalisme, a oublié son serment et s'est permis de mettre fin à des vies sans aucune réflexion. Il a éliminé les possibilités de troubles mentaux de ses patients et a exécuté automatiquement leur souhait de mettre fin à la vie. Je demande qu'on déclare coupable ce meurtrier d'avoir exécuté ces malades et qu'on le condamne à perpétuité. Merci. Comprenez-vous, Dr François, que vous êtes accusé de votre degré et d'avoir fourni une substance entre les deux? Je comprends. Que vous pourriez passer le reste de votre vie en prison. C'est comment reste? Oui. Faites entrer le premier témoin. Faites entrer le témoin! Était-ce votre intention ou l'intention de Mélodie que M. François ici présent l'a dû? Non, ce n'était pas notre intention. J'ai senti que ce n'était pas non plus la vôtre. Je mettre fin à cette souffrance. Le mot tuer a-t-il déjà été prononcé ou le mot meurtre? Non, ce sont deux mots. Objection. Vous parlez d'un acte de miséricorde. Les déclarations de témoignage ne révèlent pas votre état d'esprit, mais seulement le sien. Retournez à vos places. Objection accordée. Merci. Vous pouvez parler de meurtre. J'appelle ça autrement. J'appelle ça un service médical à un patient atteint d'une maladie incurable, agonisant. C'est comme ça que je dis. Quelle différence ça fait le moment quand on a ces stipulations légales qui font obstacle au travail d'un médecin dévoué. Et mon client est un médecin dévoué. Et son intégrité serait anéantie s'il tournait le dos à un patient. Vous pourriez prendre sa vie et préférer être mort. C'était un service. Ce n'était ni un assassinat, ni un meurtre. C'était un service médical qui était rendu. Je ne peux pas être plus clair que ça, monsieur le juge. Merci. Monsieur François, vous êtes invité pour faire une déclaration clinique, mais vous êtes invité au mauvais forum. Notre nation tolère différentes opinions, car nous avons une façon civilisée et non violente de résoudre les conflits. Nous avons les moyens et les méthodes pour critiquer ce que nous approuvons. Vous pouvez critiquer la loi, faire une conférence sur la loi, parler aux médias, et vous devez toujours rester dans les limites fixées par la loi. Vous ne pouvez violer la loi. Personne n'est insensible à la controversée, à l'émotion engendrée par les problèmes de fin de vie et de contrôle de la douleur. Je pense que ce débat se prolongera dans une atmosphère calme et sensée bien au-delà de ce procès, et que vos actes se seront effacés de la mémoire collective. Ce n'était pas le sujet de ce procès, c'était votre combat personnel. Monsieur, vous avez ignoré et défié la législature et la Cour suprême. Qui plus est, vous avez défié votre propre profession. Ce procès concerne le non-respect de notre système légal. Personne n'est au-dessus de la loi. Pour cette raison, je vous applique la sentence maximum de 10 à 25 ans désormais. Monsieur